Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre émission Entretien-Analyse. Nous parlerons encore une fois des législatives de 2023. C'est l'heure du bilan, mesdames, messieurs. Et pour passer en revue les grands enseignements, nous décrypterons le processus électoral dans sa qualité, des débats politiques s'étant tenus, le taux de participation et ainsi de suite. Mon invité, Médéric Gongo, est fondé du groupe de presse Actu Média Plus, éditeur de Actu Express. C'est un plaisir de vous revoir encore sur notre plateau. Le plaisir partagé, chère madame. Alors, dites-moi, Médéric Gongo, quelles sont les grandes conclusions qu'on pourrait... Déjà, mais avant les grandes conclusions, quel est votre sentiment au lendemain sinon des résultats, de la proclamation des résultats définitifs des législatives de 2023? Quel est déjà votre sentiment? Je pense qu'en 7 ans d'exercice de la démocratie béninoise, avec une majorité mécanique monocolore pour le président de la République, nous avons vu un peuple qui a vécu une fête électorale. Cette fête, je l'ai vécue et le peuple donnait la grande impression de renouer avec les bonnes habitudes électorales. Même si à l'évidence, beaucoup doutaient encore de ce qui adviendrait de leur suffrage. Nous avons quand même vu qu'on a voté dans la paix, on a voté dans la quiétude et que la plupart des grandes tendances politiques étaient dans le jeu. Alors justement, par rapport à cela, le processus électoral pris dans le fond que dans la forme, quelles conclusions tirons-nous? Déjà partant de l'efficacité, par exemple, je dirais, des institutions organisatrices du processus électoral. Qu'en dites-vous? Vous savez, moi j'avais des doutes lorsque j'ai vu promu ou nommé au poste de la présidente de la Sénat l'ancien ministre de l'Intérieur qui, quoi qu'on dise, était en fonction lorsque cette affaire de mise en conformité avait eu lieu. L'homme paraissait comme celui qui était le bras armé de l'exclusion de certaines tendances politiques. Mais lorsque je l'ai vu promu au niveau de la Sénat, j'avais des doutes. J'avais des doutes et des doutes étaient encore plus raisonnables lorsque, à ce niveau, le chef service de passation des marchés publics avait été presque démis de son poste. Mais lorsque j'ai vu la célérité, lorsque j'ai vu le calme, lorsque j'ai vu le sérieux avec lequel l'organisation structurée du vote a eu lieu, je me suis donné des raisons de les féliciter. Les féliciter parce que nous avions eu à temps le matériel sensible, même si à l'évidence nous allons revenir sur les conditions d'acquisition ou d'octroi des marchés de fabrication de ces matériels sensibles. Dans une prochaine émission sûrement. Dans cette mesure, oui. Nous avons vu le matériel sensible qui a été mis en place à temps, sur toute l'étendue du territoire national. Le matériel lourd étant déjà dans les mairies, dans les écoles et dans des endroits bien sécurisés. Nous avons vu qu'il n'y avait pas eu de manque de bulletins de vote. Nous avions vu qu'il n'y avait pas eu de rétention artificielle de bulletins de vote pour défavoriser ou favoriser tel ou tel autre candidat. Donc chapeau. Chapeau aux responsables de la Sénat qui, bien qu'étant une structure hautement politisée, ont su mettre les petits plats dans les grands pour permettre aux électeurs de ne pas avoir des difficultés par rapport à la tâche qui leur a été confiée. Au-delà de la Sénat, il y a la Cour constitutionnelle dont on a vu jouer cette fois-ci un rôle pas des moindres, avant même le choix des partis politiques devant participer à cette élection, donner suite favorable à un des partis de l'opposition, malgré le fait que, malgré tout ce qu'on sait, et après venir également confirmer, on va dire, les résultats déjà proclamés par la Sénat et en annonçant juste une légère modification dans le taux de participation. Vous ne dites rien par rapport à l'efficacité de la Cour constitutionnelle? Vous savez, les 7 sages, comme nous aimons les appeler, ont une fois de plus joué leur rôle. Beaucoup me diraient qu'on ne devrait pas s'attendre à autre chose que ce qu'ils ont eu à faire, c'est d'homologuer les résultats de la Sénat. Donc on dirait que cette Cour a redoré son blason
après les périodes quelque peu tumultueuses que nous avons constatées avec certaines lois qui ont été votées dans des conditions qu'on a connues un peu difficiles. Je veux parler de la loi sur le retrait des droits de grève, je veux parler de la loi sur le partenariat public-privé, Oui. je veux parler de la loi sur l'embauche et autres. Nous avions vu cette cour qui était quelque peu stigmatisée, mise à l'index par la population. Mais la cour a homologué, avec quelques différences près, Oui. les résultats donnés par la Sénat. Mais la cour a eu cette fois-ci le mérite d'avoir connu deux dossiers qui étaient même la clé de l'élection. Bien sûr. Sinon, tous ceux qui participaient au vote allaient jouer sur tapis vert, Oui. n'allaient pas avoir de concurrents de taille. La Cour a donné une suite favorable à la requête du parti politique de l'opposition radicale, les démocrates, permettant ainsi d'attester, de confirmer le caractère inclusif du vote. Parce que tous les autres, à l'exception du MOEL et des FCBE qui se réclament tantôt d'une opposition constructive ou d'une opposition responsable, nous avions vu qu'avec l'arrivée des démocrates, il y a comme du sel et du piment qui s'est ajouté à cette sauce électorale, et nous l'avons constaté sur le terrain avec 40 presque % de taux de participation. Je puis le dire que depuis les législatives de 2019, c'est la première fois que nous avons eu une influence ordonnée, une influence de gens responsables, de gens conscients sur le terrain qui ont été exprimés leur désiderata, le choix par rapport à ce qu'ils veulent être les députés pour la mandature. Alors justement, avant de changer de cap, ce taux de participation de 40%, est-ce que vous y croyez véritablement? Parce que cette fois-ci, nous avons eu des élections qui ont connu la participation de plusieurs partis d'opposition. Et du coup, je m'interroge et je vous interroge. Est-ce que les taux de participation qu'on a connus par le passé avec, entre griffes, des exclusions étaient de réels taux de participation? Enfin, à votre analyse. Ouais, les démocrates ont intégré de manière active le processus sans y croire véritablement. On ne les a pas vus mobiliser la population sur le terrain qui était dans le doute, qui se disait si le jeu n'était pas plié à tort ou à raison. Des populations qui ne comprenaient plus ce qui arrivait en ce moment également aux démocrates, où on les tassait d'être proches du pouvoir, oui, ou par rapport à certains problèmes de mise à l'écart de certaines de leurs têtes de pont, on a parlé de ce que leur liste aurait été épurée avant que la Cour constitutionnelle l'accepte. Certaines indiscrétions, certaines informations faisaient état également d'une pression extérieure qui aurait conditionné la participation des démocrates par certains faits qui ont suivi cette autorisation de la Cour. Mais l'un dans l'autre, nous devons reconnaître à cette Cour d'avoir accédé à une requête qui a permis de rétablir quelque peu la confiance dans le pays, de permettre aux Béninois de se dire ouf, et même à la communauté internationale, la presse internationale, de dire maintenant que les Béninois ont renoué avec le caractère inclusif au niveau des élections. Mais lorsque nous voyons que la Cour constitutionnelle n'a fait qu'homologuer ce que la Sénat a dit, on se pose la question de savoir si l'une des deux institutions n'est pas de trop, ou en amont ou en aval. Est-ce que nous allons, c'est vrai que nous allons revenir dans les perspectives, mais est-ce que nous allons conserver cette Sénat qui est fortement politisée et qui est source de discussions autour de la manne financière et des positionnements? Je vous rappelle qu'il y en a qui sont éternellement des fonctionnaires, des professionnels de la Sénat et qui attendent le moment venu pour s'y engouffrer à cause des marchés à passer ou à cause des agents électoraux à recruter, pensant ainsi gagner les élections dès le début du processus. Mais nous avons constaté, à l'analyse des faits et à la conclusion par rapport à ce débat, que le processus démocratique est en train de mûrir. La marge de fraude a drastiquement diminué.
Et en cela, nous devons reconnaître que la Sénat et la Cour constitutionnelle restent et demeurent utiles, même si, lors des réflexions, nous allons demander s'il ne faille pas aller vers un vote électronique et transférer le processus électoral au niveau du ministère de l'Intérieur, ainsi que cela se fait ailleurs, finir avec la Sénat et permettre à la Cour de faire face à d'autres charges. Je pense que nous allons y revenir pour les plus de solutions. Alors, Médéric Gongo, l'autre aspect de ce processus électoral que nous devrions aborder, c'est le débat politique s'étant tenu entre les partis participants à ces joutes électorales. Que dites-vous, vous, en tant qu'observateur, de la qualité des débats que nous avions eus? Vous savez, nous avons eu un personnel politique qui m'a séduit. Nous avons eu des figures qu'on connaissait sous d'autres cieux dans d'autres forats, mais qui m'ont permis de savoir que les Béninois maîtrisent la profondeur des préoccupations d'enjeux nationaux. Nous avons eu beaucoup d'éminences grises et des élites qui ont exprimé, à travers des démonstrations qui ont émerveillé plus d'un, les visions de leur parti politique. Mais nous avons regretté une présidentialisation du débat des législatives, parce que, en définitive, le député vote des lois, contrôle l'action du gouvernement, en amont comme en aval, peut être amené ou doit être amené à aiguiser la conscience individuelle collective des populations par l'animation de la République dans la logique de reddition de comptes. C'est le rôle du député, ce sont les fonctions du député. Normalement, les éléments de langage qui devraient être choisis, le cabrage des éléments devrait nous permettre d'arrimer les visions des partis politiques au vote de loi, au contrôle de l'action gouvernementale et à l'animation de la République. Tel n'était pas le cas. On a eu droit à des personnes bien futées, qui ont eu des propos bien ordonnés. Je ne vous coupe pas. D'un côté, nous avons eu un personnel politique qui a revendiqué sa proximité avec, sa proximité avec le chef de l'État. Et de l'autre côté de l'opposition, un personnel politique qui n'a eu de cesse que de nous parler de il faut restaurer la démocratie. Et je ne sais pas en quoi vous voyez un débat de qualité à ce niveau-là. Non, vous savez, lorsqu'on voit les responsables politiques, ils mènent un discours politique. Oui. Mais lorsqu'on a vu les techniciens des partis politiques à travers les radios locales, à travers la télévision nationale, la radio nationale, lorsque moi, je les ai entendus, du haut de la petite formation politique que j'ai eue depuis des années, bien avant de venir au niveau de la presse, j'ai vu de la qualité. Mais lorsqu'on voit les responsables politiques, au niveau des partis de la mouvance présidentielle, le discours était chétif. Il n'y avait pas de la matière. On disait, il faut voter pour celui qui est proche, celui qui peut parler au chef. C'est réductible du rôle du député. C'est à la limite une méconnaissance regrettable de la fonction du député de la part de certaines personnes que nous respectons ici et qui prétendaient vouloir représenter dignement le peuple. Nous avons comme l'impression que beaucoup se sont invités dans le jeu sans s'y être véritablement préparés ou sans mériter les positionnements qu'on a eu à leur octroyer. Que ce soit au niveau de l'une ou l'autre des deux grandes tendances de la mouvance présidentielle, nous avons vu une sclérose qui s'est observée au niveau des querelles intestines par rapport au positionnement. Ce qui a pris tout le temps et ne leur a pas permis de dérouler leur bande sur le terrain. Mais beaucoup d'entre eux pensaient également que les démocrates n'avaient pas participé aux élections. Parce qu'avoir certains positionnements, ça aurait été se faire harakiri que de positionner Djambenou, qui est perçu, quoi qu'on dise, comme le bras armé du chef de l'État, qui a reconnu la validité de certaines lois. Il est perçu comme celui qui a promis diriger par la rage et la ruse. Donc, en tant que tel, pour les populations citadines de Cotonou, c'était risqué. Mais quand moi j'ai analysé, un peu, je me disais,
et les démocrates, et les progressistes, et les prétendument libéraux qui se retrouvent au niveau du bloc républicain, n'avaient pas prévu une participation des démocrates. Ils ont été supprimés. Ils pensaient gagner sur le tapis vert, comme c'en était le cas, notamment en 2019. Mais ils ont été pris de coup et n'ont pas pu maîtriser leur personne. C'est ainsi que nous avons vu le président Diomelo, de respectable personnalité. Nous l'avons entendu dire, ils veulent faire revenir la corruption, ils veulent... Alors qu'aujourd'hui, bon, on a des affaires. On a l'affaire Sirat, on ne connaît pas la suite. On a l'affaire Gétran par rapport au marché dont tu Express, on a parlé, on ne connaît pas la suite. Il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui qui en avaient autant hier. Les affaires sont inhérentes à toute société comme la nôtre. Donc, évoquer la lutte contre la corruption, évoquer l'entrée dans la campagne de l'ancien président Yahi Boni comme thème de campagne, c'est méconnaître la mentalité des populations citadines du Bénin, notamment de Cotonou et de Porto-Novo. Je pense que nous l'avons constaté. Ça a été la débâcle monumentale pour les partis de la mouvance présidentielle qui pourtant ont eu la chance d'avoir eu des maires nommés, d'avoir eu des députés désignés, d'avoir des ministres, d'avoir des gens qui ont eu des marchés publics et tout, qui avaient l'administration publique. Mais si dans ces villes tampons, qui sont les villes tests, qui sont les villes baromètres du vote dans notre pays, depuis toujours... Et même Parakou. Et même Parakou, je dis Parakou et Cotonou surtout. Oui. Et lorsqu'on voit tout ce que le chef de l'État a réalisé en un temps record, qui dépasse de loin ce que tous les autres ont fait depuis l'indépendance, et là je n'abuse pas du thème, lorsqu'on voit tout ça, on se dit qu'il y a deux hypothèses. Ou bien le chef de l'État, il travaille très bien, et lui, il sait que les populations l'adorent et adhèrent à sa démarche, ou bien tous ceux qui lui entourent sont en train de lui vendre du vent, et nous l'avons constaté, si l'UP n'a pu avoir que 14 000 voix à Cotonou, le BR, avec tout ce qu'on sait à l'intérieur du BR, où il y avait des crises internes, où il y a des candidats placés sur la liste qui ont fait campagne contre la candidature de liste à Cotonou, si le BR a eu 9 000, 10 000 voix, c'est grave. Ça veut dire que nous avons un maire qui est à Cotonou aujourd'hui, même s'il était bien élu avant, il est illégitime aujourd'hui, même s'il est légalement établi. Est-ce que vous ne pensez pas, Médéric Gongo, que les grandes villes sont généralement des foyers naturels de contestation politique? Oui, a priori, et du coup, ça justifierait le score de ces partis de la mouvance. Si ça n'est le cas, oui. Ça veut dire qu'on est en train d'insulter l'intelligence des populations des zones rurales. C'est qu'on suppose que ces populations n'ont pas la capacité du discernement pour savoir choisir le bien du mal. Et que c'est seulement ceux qui sont en ville, bon, ça c'est pour blaguer. Il vaut mieux. Quand on observe un peu le cas de New York, et on observe un peu le cas de Luanda, on voit un peu ce qui se passe dans certaines grandes villes à l'étranger. Par nature, les citadins sont insatiables. Et dans leur insatiabilité, sont exigeants. Et dans leur exigence, sont réfractaires et contestataires. C'est une constance. Mais ce qu'on a constaté à Cotonou, c'est qu'on a vu une révolte silencieuse et à Parakou. On a vu des populations qui ne voient plus les syndicalistes manifester. On a vu des populations qui ne voient plus de société civile, sauf si cette société civile n'est pas commise à des tâches ponctuelles et payables. Nous avons vu des populations qui n'ont pas vu de partis politiques qui les défendent. Sinon que tous les partis politiques en place sont en phase avec le chef de l'État. Elle enseigne qu'avec l'exponentialisation de l'augmentation des prix des matières premières, malgré la capacité de résilience des blocs constatés avec la fermeture des frontières nigérianes et de la crise du Covid, les populations cotonnoises, les populations de Parakou, disais-je, se sont senties abandonnées. Et parce qu'abandonnées, beaucoup le disent, mais Dieu est d'eau. Voto Anilewa. C'est pas ma langue, mais je paraphrase en le disant. Si je comprenais Bariba, j'allais le dire, pour mes frères de Parakou. Mais nous avons constaté des populations représentatives qui ont donné l'alerte au chef de l'État. Pour lui dire, respectez Monsieur le Président de la République, vous avez réalisé beaucoup de choses pour nous, mais vos collaborateurs devraient agir pour mériter notre confiance. À l'évidence, cette confiance
si elle leur était donnée de manière ipso facto, parce que légalement élus, on ne pouvait pas contester les maires ou les députés, parce que c'était les tests qui régissaient le vote en ce moment qui leur a permis d'être élus. Finalement, nous avons vu qu'il y a un désamour au niveau des populations des villes citadines avec ceux qui sont proches du chef de l'État. C'est pour dire oui. que on ne parlera pas de l'entourage, puisqu'on a fini le premier mandat. On ne parlera pas de remerciements, puisque le premier mandat est fini. Aujourd'hui, on parlera des personnalités, excusez-moi du peu, ou désuètes ou au quotient intellectuel relativement de ça, de la moyenne nationale, qui n'arrivent pas à voir vite les choses, qui se trompent dans le choix des langages de communication politique, qui se trompent de population et de cible, bref, qui ne connaissent pas les Béninois. Et tant qu'on ne connaît pas les Béninois, comme le chef de l'État, Patrice Talon, qui les connaît très bien, et comme le président Boniaï, qui les connaît également très bien, on ne peut pas prétendre présider à la destinée. Alors finalement, le vote a été un vote sanction, non pas contre Patrice Talon, mais contre les collaborateurs de Patrice Talon. C'est ce que vous dites. Et un vote donnant retour, favorisant un certain retour dans les affaires politiques à l'ex-chef d'État, c'est ça? Vous savez, on ne parlerait pas de vote sanction. Parce qu'à l'évidence, les députés individuellement devaient se défendre devant la population pour ceux qui étaient élus et pour ceux qui prétendent siéger au palais des gouverneurs. Ils devaient présenter un projet de législature qui ne sera pas un projet de législature d'ordre national, parce que les problèmes par circonscription ne sont pas forcément des problèmes d'ordre national. Nous avons des problèmes d'ordre national. Mais là où on a par exemple des problèmes de transhumance, ce sont d'autres problèmes. Là où on a des problèmes de débordement d'eau, transhumance, comment organiser la transhumance? On peut y aller en légiférant. Les débordements d'eau, comment réorganiser le volontariat? Comment réorganiser la protection civile en prenant des lois? C'est ça le rôle du député. Les zones où il y a le dragage. Est-ce qu'on peut faire le dragage sans aller par une légifération? Comment faire pour, bref, associer tout le monde aux grandes initiatives régionales? Ça devrait être le rôle fondamental au niveau de chaque député. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté, la présidentialisation du débat, tant au niveau des partis politiques qu'au niveau des journalistes qui étaient chargés officiellement d'animer les débats publics, ont amené du moins le peuple béninois à être braqué et à mélanger le genre et à punir les députés qui sont arrivés, recueillir le suffrage, pas parce que les députés n'ont pas bien défendu le chef de l'État, parce que la population n'en a pas besoin. Ça crève les yeux, la réalisation du chef de l'État. Dans tous les domaines, dans tout le pays, et dans tous les, comment on appelle, au niveau, au profit de toutes les couches de la population. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, et là je le dirais que les démocrates aussi ont gagné sans triompher. Les démocrates ont gagné sans triompher parce que les démocrates n'ont pas fait campagne. Normalement. C'est Yaïbouni qui est sorti quelques moments et il est resté dans certaines régions du pays. Ce n'était pas un désaveu pour Talon, c'était une sanction pour les députés proches de Talon et pour la plupart de ses soutiens qui pêchaient par essai d'arrogance dans les propos, par essai de suffisance dans les propos, par une volonté de dire on est là, on y reste comme l'autre l'avait dit il y a longtemps. Je crois que dans le cas de figure, il n'y a pas lieu, dans un camp, de céder au défaitisme, parce que le chef de l'État a gagné et pourrait, durant les 3 ans que nous avons devant nous, permettre à ceux qui sont avec lui de mieux combler le vide communicationnel, de mieux se réconcilier avec la population. Au niveau des démocrates, le dilemme est entier, parce que c'est une majorité étriquée, effritée. Quand on voit un peu les résultats et les multiples cas de fraude, on a comme l'impression que les démocrates n'ont pas travaillé à sécuriser leur vote. Parce que quand on dit un vote, à J, tout le monde essaie d'avoir de son côté toutes les possibilités ou de contrôler la fraude et donc éventuellement de frauder. Mais on n'a pas vu les démocrates de manière active depuis le début du processus. L'inscription sur les listes électorales, on ne les a pas vu de manière active, sauf à quelques rencontres de la NIP. Le recrutement des agents, des imprimeries qui devraient confectionner
le matériel sensible, le recrutement des agents électoraux, le convoyage du matériel sensible, la confection, je l'avais dit, des feuilles de dépouillement, l'hologrammation des bulletins, parce que nous avons eu à des endroits donnés à 8h30, des populations sont parties voter, mais il y avait des urnes qui étaient déjà pleines. Autrement dit, vous dites qu'il y a, fraude et que il y a eu, vous dites que, autrement dit, vous dites que il y a eu fraude et que le parti d'opposition qui est sorti vainqueur de ces élections et tout n'a pas su protéger ou prendre des dispositions pour empêcher cela. Vous savez, l'UP, le BR, le FCBE se sont retrouvés au bon moment, au bon endroit et ont eu les moyens de l'État, légalement. Avaient eu le temps de réactiver leur structure à la base et avaient de quoi huiler la machine du haut de la pyramide jusqu'à la base. Tant pour faire parvenir l'information, le matériel lourd, que pour faire parvenir de la pécule qui permet de faire une élection. Nous avons eu le Parti des démocrates dont les ténors ont eu tous les problèmes de la terre avec le quitus fiscal. C'est tellement que même pour payer les 30%, fameux 30%, beaucoup se sont endettés. Donc les démocrates, financièrement, ont été diminués. Temporellement, n'y croyez pas. Moi j'ai un ami très proche qui est élu. Je lui ai dit, mais tu seras élu. Il me le disait, même à 3 jours avant que la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que tu es sûr qu'on ira? Donc, dans ce cas de figure, les démocrates doivent avoir une victoire modeste. L'UP ne peut pas prétendre avoir gagné sur tout le reste. L'UP a gagné de manière numérique. Mais par rapport à la qualité du débat, moi je trouve un parti comme le MPR, comme le MOEN, comme l'UDBN, comme les FCBE, qui ont eu des discours de qualité supérieure sur le terrain, qui ont fait des propositions détachées de je suis avec le chef, je ne suis pas avec lui. Comme certains l'ont fait, comme l'UP et le BR l'ont fait, et comme les démocrates aussi l'ont fait. Les démocrates ont dit il faut balayer, il faut restaurer. Je vous en prie. Il faut restaurer, il faut restaurer. C'était pour moi des incantations de leur part. Mais la qualité du débat, quand vous entendez les représentants du MOEN, les représentants du MPN, les représentants de l'UDBN, on a espoir qu'il y a une nouvelle classe politique qui émerge. C'est dire que la configuration politique du moment ne soit pas statique. Elle aurait pu évoluer même en faveur du pouvoir en place s'il n'y avait pas tellement de fraude et si les démocrates s'étaient retrouvés dans leur bon vouloir, dans le droit. Mais je me souviens un peu ce que je dis. Oui, mais Derrick, oui, allez-y. Donc, pour finir sur ce, donc je crois, je suis un peu peiné d'aborder le débat, je dois choisir les mots qu'il faut pour ne pas heurter des susceptibilités, puisque nous avons choisi aujourd'hui d'être avec le peuple et rien qu'avec le peuple. Alors, Médéric Gongo, vous parliez tantôt de la présidentialisation des législatives. Et je dis, et derrière, je regarde d'un côté le secrétaire général national du parti Bloc républicain qui dit que ces élections témoignent du succès de la réforme du système partisan. Et moi, je vous pose la question de dire, de savoir, que dites-vous de la réforme du système partisan lorsque vous condamnez le fait qu'il n'y ait pas eu de projet de législature personnel des candidats, quand on dit qu'avec la réforme du système partisan, la personnalité politique s'efface au profit du parti politique. Alors, je ne sais pas si vous percevez le problème que je pose. Je pense que la coupe était pleine par rapport au parti politique, il fallait forcément faire quelque chose. Tôt ou tard, on devait procéder à une réorganisation du système partisan dans une dynamique de clarification de la classe politique et de l'assainissement du paysage politique. Le président Patrice Talon avait besoin d'une majorité forte
laisser passer ces réformes et voulait aller à une vitesse de croisière. Il a créé le bloc de la majorité présidentielle qui s'est retrouvé être rapidement un palier accrable, mais il est allé plus vite vers le BR d'un côté et le PE de l'autre côté pour permettre quand même à cette deux frères siamois, issus d'une mitose mal accomplie, comme j'aime à le dire, d'être présents dans le jeu des législatives de 2019. Mais ce fut d'un échec cuisant, puisqu'on a eu des décès, puisqu'on a eu des exilés, puisqu'on a eu des emprisonnés, puisqu'on a eu des familles meurtries et divisées. Nous avons, toujours dans le cadre des réformes politiques, vu des décisions audacieuses, des critères de présélection. Jusqu'à l'évidence, le certificat de mise en conformité qui a fait l'objet de tant de désistements, de tant de critiques, ce certificat n'a pas été enlevé du projet. Et pourtant, tous les partis politiques se sont alignés et ont pu obtenir leurs documents provisoires. Oui. Je disais que les FCDE ont eu le mérite d'avoir vu juste pour se conformer et pour participer au dialogue national, même si jusqu'à aujourd'hui certains continuent de dire que c'était une panacée pour certains, un tremplin pour d'autres, pour trouver leur place au soleil. Mais que vaudrait des réformes politiques sans l'adhésion populaire, sans une légitimation de la bonne volonté du chef de l'État et des députés, puisque beaucoup disent que la 8e législature n'a pas travaillé, mais c'était une législature d'exception. Une législature d'exception qui devrait aider le chef à aller très vite. Mais on ne pouvait pas faire des omelettes sans casser des œufs. Beaucoup parmi eux en ont payé les frais sur le terrain pour les législatives, mais ils ont eu le mérite que leur mérite a été déjà reconnu par le chef de l'État qui saurait les recommencer d'une manière ou d'une autre. Que vaudrait ces réformes aussi hardies, aussi idoines, aussi utiles sans l'adhésion populaire, lorsque de 2019 à 2021, en passant par 2020, législative, présidentielle et communale, nous avons vu une désaffiliation du peuple souverain par rapport aux bonnes habitudes électorales que nous avions. L'adhésion ne devrait se mesurer que par rapport à l'élévation ou à l'augmentation du taux de participation. Donc, l'épine dans le pied des réformes politiques se trouve être ce désamour du peuple. Et il va falloir que si le secrétaire exécutif du bloc républicain, s'il veut se mettre en phase avec les populations, il va falloir œuvrer à renouer le peuple souverain avec les bonnes habitudes électorales pour qu'on ait un taux de participation. Sinon, à défaut, comme beaucoup le font, ou rendre le vote obligatoire, comme en Bolivie et ailleurs, ou fixer un taux de participation qui sera un seuil raisonnable de validité de vote. Sinon, qu'on aura la mauvaise démocratie libérale, parce que ça sera une démocratie élitiste, ça sera une démocratie étriquée, où c'est seulement quelques-uns qui choisissent ceux qui dirigent au nom de tout le monde. Alors, Médéric Gongo, avant de... Je pense qu'on égrène les dernières minutes de cet entretien, mais avant, entre finalement le vote sanction contre la mouvance présidentielle, la victoire sans triomphe du parti Les Démocrates, qui est le troisième aujourd'hui, quel est le poids aujourd'hui des autres partis politiques traités prétendument de petits partis politiques? Je veux citer notamment l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, le MOEL Bénin, le Mouvement populaire de libération, selon vous. Vous savez, pour avoir été jeune pupille de l'école de parti politique du PRPB, pour avoir fait l'expérience de l'UBF, pour avoir fait l'expérience de FCDE, pour avoir fait l'expérience de la RB et au cœur de la machine, nous pouvons aujourd'hui parler d'une avancée considérable.
aucun parti aujourd'hui ne peut nous dire qu'il est grand aujourd'hui, sera grand demain ad vitam aeternam. Nous n'avons pas de système politique au Bénin. Nous n'avons pas des partis politiques qui ont des leitmotivs clairement définis. Parce que nous remarquons beaucoup de partis politiques de la gauche et de la droite libérale qui rejoignent la gauche non communiste. Nous avons un mélange qui nous a fait observer des valses, des alliances, des adhésions contre nature. Les partis politiques dont vous parlez, dits petits. Petits par rapport à quoi? Par rapport au temps d'existence? Par rapport au nombre de membres que les autres ont eu, avec les postes, avec les nominations, avec la ruse, avec la rage, avec tout ce qu'on sait? Non. Un parti politique n'est grand que par rapport à la qualité du discours politique. Et dans cet ordre d'idées, j'ai vu le moyen réaffirmer, confirmer sa volonté d'œuvrer pour les opprimés, sa volonté d'œuvrer pour la réhabilitation des élites au cœur de la gestion des affaires publiques. J'ai vu le MPN parler clairement, quoi qu'on dise, qu'il s'engage pour le changement de cap. Oui. J'ai vu le DBN donner sa priorité aux jeunes et aux femmes, d'ailleurs traduite à travers ces listes. J'ai vu la FCBE défendre bec et ongle leur position de parti d'opposition, leur position de sauveur de la démocratie, puisque la FCBE continue de dire, si nous n'étions pas là, ce n'est pas évident que les autres viennent après. Donc ça aurait été un abus de langage que de traiter des partis de petits et de grands. Ça aurait été également du narcissisme suicidaire de la part de ceux qui momentanément, avec tous les moyens qu'ils ont utilisés, se retrouvent pour beaucoup de manière accidentelle en tête de peloton. Je prédis même, si nous observons les difficultés énormissimes liées au positionnement dans les deux prétendument grands partis politiques du moment, je prédis à court terme l'implosion de cette tendance. Peut-être dans une logique de refonte, de refondation, pour qu'on ait des entités plus compactes. Parce que c'était comme des cocktails explosifs que le chef de l'État avait mis en place pour une situation ponctuelle. La situation dans laquelle l'UP et le BR ont été mis en place, ce n'est plus la même situation aujourd'hui. Et ça ne sera encore pas plus la même situation de maintenant jusqu'en 2026. Parce que tel que ça se passe, les citadins se disent qu'on a volé leur victoire lors des législatives. Les citadins attendent que les supporters du chef de l'État se réconcilient avec eux d'ici 2026. Ouais. Si tel n'est pas le cas, nous risquons d'avoir le schéma cataclysmique. Les deux élections étant différentes de quelques semaines, les expressions ne seraient pas sensiblement différentes. Nous risquons d'avoir, plus qu'une débâcle, nous risquons d'avoir l'hécatombe au niveau des supporters du chef de l'État. C'est tellement que le chef de l'État, lui, il aurait déjà joué sa partition. Mais à eux de tout faire pour s'assurer leur avenir. Dites-moi, Médéric Gongo, quelle sera la nouvelle configuration? Oui, c'est vrai, on connaît les partis qui vont siéger au Parlement 9, mais derrière, quelle sera la nouvelle configuration politique au pays avant 2026? Et derrière, je suis bien curieuse de savoir, selon vous, qui pourrait prendre la tête, enfin le perchoir à l'Assemblée nationale? Vous savez, nous avons écrit un papier la fois dernière, que valent exactement les prétendants sérieux. Oui. Ça nous a causé beaucoup de reproches de la part de certains de nos amis, mais ils devaient savoir que nous n'étions que dans une logique d'objecteur de conscience et rien d'autre. Vous savez, la majorité présidentielle gagnera forcément le perchoir. Oui. Quitte à ce qu'en son sein, elle sache qui a apporté le plus gros gibier. Parce qu'ils ont été tous des enfants qui ont été envoyés à la chasse. Chacun individuellement dans sa psychologie électorale a pu produire quoi? Quelle était la fidélité de chacun par rapport
aux partis politiques, quelle est la capacité de chacun à gérer les susceptibilités? Et est-ce que celui qui a géré un parlement monocolore peut gérer un parlement multicolore? Est-ce que celui qui, président du parti politique, respectable Joseph Diobenou, président du parti politique, a mis sa légitimité en cause et a été mis en débat à Cotonou, peut se retrouver à l'aise après avoir eu une extrémiste au siège et prétendre diriger le Parlement? Est-ce qu'avec son langage de bon avocat, d'harangueur de foule, mais de politicien à pas faire, est-ce qu'il peut gérer les conciliabules? Est-ce qu'il ne laissera pas son suppléant et peut-être nous préparer une autre surprise à venir que ceux qui savent devraient savoir? Oui. Voilà autant d'hypothèses. Et quelle sera la place qui serait donnée à l'opposition? C'est vrai que c'est au prorata des pourcentages donnés que certaines décisions passent. C'est vrai que même si les démocrates avaient seulement eu un député, ils auraient raison de crier à la victoire. Mais quelle sera leur place au sein du Parlement? Quelle serait leur place au niveau des appareils médiatiques d'État? Est-ce que le chef de l'État ne va pas matérialiser son appréciation du vote? Il n'y a ni perdant, ni vainqueur, c'est le peuple qui a gagné. Est-ce que le chef de l'État ira pour conforter sa majorité au Parlement? Parce que ne l'oublions pas, aucune loi n'interdit la transhumance politique. Et même un acte notarié n'empêchera pas un député à qui on dirait demain vote pour tel président, s'il ne le veut pas, s'il est seul. Cela s'entend qu'il va se plier. Mais s'il se retrouve dans un groupe, il peut être amené à vouloir marchander ou aller ailleurs. Oui. Donc on peut avoir une déstructuration de la majorité de fait autour du chef de l'État. Et pour que le chef de l'État conforte cette majorité, il doit forcément faire une ouverture vers l'opposition politique. De quelle manière? À lui de le savoir. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sortons pas de la crise pour avoir un gouvernement d'union nationale. Mais l'ouverture politique, forcée ou voulue, peut-être qu'on l'a obligé à aller à un rythme peu accéléré, mais il est à savoir qu'il avait déjà amorcé l'ouverture politique, avec la libération des prisonniers politiques, avec beaucoup de choses. Donc, est-ce que cette ouverture politique ira jusqu'à permettre au peuple de se dire, même si je dois encore attendre 3 ans pour faire le vote, au moins, demain, lorsqu'on va augmenter le prix de la tomate, lorsqu'on va augmenter le prix des huiles, j'aurai quelqu'un pour demander au gouvernement sur quelle base vous augmentez ces prix. Justement. Lorsqu'on va dire aux populations, on a augmenté vos salaires, que les populations demandent au moins, vous nous avez supprimé les prix il y a longtemps. Les avancements, on ne les a pas eus. Mais ce que vous avez augmenté par rapport au taux d'augmentation du prix des produits de matières premières, qu'est-ce que vous nous avez donné finalement? Et justement, pour finir, la contradiction au niveau des débats, parce que de la contradiction jaillit forcément la lumière. Comment alors entrevoyez-vous la suite, Médéric Gongo? Parce que là, le boulevard est ouvert pour 2026. Il ne reste que 3 années pour Patrice Talon, qui aujourd'hui n'a pas, sinon, oui, a une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui, en 2026, devra batailler dur pour conserver ses acquis, même étant partant. Comment entrevoyez-vous la suite? Quels sont, selon vous, les principaux enjeux des 3 prochaines années avant 2026? Le chef de l'État a une majorité écrasante. Elle est écrasante, elle est confortable. Il va falloir qu'il essaie de travailler à maintenir le cap au niveau du dégel politique. Il va falloir que le chef de l'État laisse entrer les exilés. Il n'y a plus, en tant que tel, d'enjeu. Je parie. Si le président Yaïboni avait laissé le respectable président Patrice Talon citoyen au Bénin, avant 2016, ce n'est pas évident qu'il revienne pour être président de la République. Hein. Vos adversaires, lorsqu'ils sont loin de vous, ils sont plus forts. Qu'on laisse tout le monde rentrer, qu'on libère ce qu'on doit libérer,
dans des conditions qu'il faut. Il n'y a pas autre grandeur que de rentrer dans l'histoire par la grande porte, que d'écouter ce que son peuple dit. Le peuple béninois a parlé. Les élites urbaines ont parlé. Et il va falloir que le chef de l'État en tienne compte. Qu'il soit tenu par des coquins, pas des copains, pas des membres du clan, pas des prétendument artisans de première heure. Tout ceci est fini. Le chef de l'État est le premier de tous les Béninois et de nous tous. Il est le père de la nation. Il s'est sacrifié sur le plan des réalisations publiques. Il se sacrifie aujourd'hui parce que lorsqu'il parle, on sent qu'il a eu du mal dans sa peau. Lorsqu'il parle, on sent que certains exilés l'ont trahi sur le parcours. Lorsqu'il parle, on a comme l'impression qu'il se dit, qu'il peut se rendre justice. Mais je pense que le chef de l'État est au-dessus de tout ceci et il doit poursuivre. Et poursuivre, éviter qu'il y ait une majorité à géométrie variable au Parlement, c'est se réconcilier avec le peuple. Parce que tous les politiques qui sont avec lui ne lui donnent aucune garantie. Les combats au niveau des positionnements nous l'ont démontré. Tous les politiciens qui sont avec lui aujourd'hui n'ont pas la garantie de maîtriser le terrain politique. Donc tout est muable, tout est changeant à tout moment. Donc, du haut de ce piédestal, nous pensons que nous nous étions découragés d'intervenir par rapport au débat public. Mais lorsque nous avons vu l'ouverture du chef de l'État, nous avons vu l'engouement, nous avons vu les élites politiques qui sont arrivées, nous entrevoyons l'avenir radieux. Mais il n'y a jamais meilleur horizon pour celui qui ne ménage pas sa monture, mais également pour celui qui ne sait pas désherber le terrain pour y aller lentement, calmement et assurément. Nous sommes tous des Béninois aujourd'hui. Le vote qui a eu lieu a donné la preuve que ceux qui sont autour du chef de l'État ne sont pas impopulaires. Et ils ne sont pas populaires. J'allais dire mieux, ils sont impopulaires à plusieurs endroits. Beaucoup de Béninois ont voté pour beaucoup de députés de la mouvance présidentielle parce qu'ils ont de l'amour et de l'admiration pour le chef de l'État. La percée des démocrates, avec les moyens qu'ils ont eus, le temps dont ils ont disposé, a un désaveu cinglant aux mouvanciers. Et au lieu de continuer de bomber le torse, nous aurions aimé qu'on respecte le peuple béninois, à défaut de faire profil bas, au moins de l'avoir de la mesure dans les appréciations. Donc je pense que l'avenir est radieux. Une nouvelle classe politique est née. Le débat politique s'affûte avec le temps. Le chef de l'État, qui n'est pas trop attaché aux acteurs politiques, se trouve être la seule et unique personne qui doit accepter de s'inscrire dans le panthéon des grands hommes qui ont géré le Bénin. Ce n'est pas l'Amazon, ce n'est pas Biongera, ce n'est pas le monument aux morts, c'est dans le cœur de tous les Béninois. Dans le cœur de tous les Béninois, que nous allons léguer à la postérité qui doit travailler pour être. Je pense qu'à ce niveau, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas un prêtre catholique, mais nous sommes obligés de faire recours à l'Éternel pour qu'il illumine le chef de l'État, qu'il continue de l'illuminer, et qu'il chasse autour de lui les sanctuaires, les profiteurs, qui continuent de dire, lui il est d'Adjavon, lui il est de Yahi, lui, parce qu'ils sont incapables de donner la preuve de leurs compétences. Ils trichent avec leur conscience. Merci, Médéric Gongo. Mesdames, Messieurs, merci. Je pense que je n'en ai pas dit trop. Hein. Non, ça peut aller, je crois. On a fait le tour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle, processus électoral, les grandes leçons et les perspectives pour 2026. Mon invité, Médéric Gongo, fondateur du groupe de presse Actu Média Plus, éditeur de Actu Express. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir pour moi et merci également. Oui.